Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Je dois préciser pour les auditeurs ou ceux qui regardent la vidéo de cette séance qu'ils vont sûrement entendre un petit bruit de fond, c'est le bruit de la soufflerie, mais désolé, vu le temps qu'il fait, nous allons laisser le chauffage en route. J'espère que ça ne va déranger personne. Voilà, donc je donne lecture de l'ordre du jour du conseil municipal précédent que nous avons tenu le 26 octobre 2023 à 20h. L'ordre du jour était le suivant. Validation des dépenses imputées au compte 632 fêtes et cérémonies. Mise en place du compte financier unique. Plan de financement modificatif pour la création d'espaces de jeux extérieurs et leur végétalisation. Achat mutualisé d'un désherbeur thermique, convention de répartition des charges intercommunales. Régularisation de la mise en place du temps de travail. Création d'emplois pour 2 postes d'ATSEM. Création d'emplois pour le poste de placier-receveur. Délégation consentie au maire concernant la représentation de la commune pour des actions en justice. Voilà, donc il ne reste plus qu'à signer le procès verbal. La secrétaire, c'était Laurence? Non, c'était... Il était secrétaire la dernière fois. Oui, c'est Fabrice. Pardon. Elle est vide celle-là. Non, non. Non, Non, c'est bon. Voilà, donc j'ouvre la séance de ce conseil municipal du 24 novembre. Nous avons 3 procurations. Madame Barès Isabelle qui donne procuration à Madame Suzanne Belleris. Monsieur Mathieu Larossini qui donne procuration à Monsieur Claude Ravaillrol. Et M. Alain Andrieux qui donne procuration à M. Fabrice Guibal. Voilà. Tant qu'on est dans l'administratif, qui veut bien faire secrétaire de séance? Jean-Régis, merci. Voilà, donc l'ordre du jour est le suivant. Il y a 10 points donc, à l'ordre du jour. Décision modificative, intégration des frais d'études au coût des travaux réalisés, budget annexe VVF. Décision modificative, modification de décision budgétaire sur les chapitres 012 et 67. Culture, convention pour le portage du label Pays d'art et d'histoire des Bastides du Rouergue. Culture également, renouvellement des membres délégués de la commune pour l'entente du Pays d'art et d'histoire. Ressources humaines, recrutement d'un contrat de projet en volontariat territorial en administration. Recensement, recrutement de 2 agents recenseurs et nomination d'un coordinateur communal pour la campagne de recensement 2024. Logement habitat, financement du projet de réhabilitation au 1 rue du Bourguet. Bois-forêt, programmation des coupes pour l'année 2024. Urbanisme, acquisition des parcelles à proximité du château. Et dernier point, urbanisme également, déclaration d'intention d'aliéner relatif aux droits de préemption urbain. Donc pour le premier point concernant l'ADM, je passe la parole à Suzanne. Voilà. Donc on doit prendre une délibération modificative par rapport au budget annexe de VVF. Donc cette décision modificative concerne la phase 2 du programme de requalification du village de vacances. C'était la rénovation des 101 chambres hôtelières et la création du bâtiment PMR. Parle fort, parce que je crois que le bruit de la soufflerie, Ah d'accord. on n'entend pas très bien. Donc il y a deux points qui sont
la réalisation d'études de sol préalables aux travaux, qui était en 2016, pour un montant de 1 800 €, et les frais de publicité pour la commande publique de marché des travaux en 2017, et pour un montant de 1 322 €. Donc ces sommes sont sur le budget investissement, et c'est la même dépense en recettes et dépenses, en fait. Et donc, c'est sur le compte 040T. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour cette décision modificative qui est neutre, en fait, hein? Mais qu'il faut faire parce que c'est obligatoire. Voilà, c'est le service de gestion comptable qui nous le demande. Donc, qui est pour? Je vous remercie. Et je te laisse continuer. Alors, je vais continuer sur la deuxième. Donc, la deuxième concerne le budget communal. Donc, nous avons aussi 2 décisions à prendre. Donc, il y en a une qui concerne donc, les révisions de crédit au sein du chapitre 012. Donc, c'est les charges de personnel. Donc, cette décision modificative est motivée par plusieurs faits. C'est-à-dire que le gouvernement a acté en 2023 plusieurs décisions relatives au maintien du pouvoir d'achat des agents et une revalorisation salariale dans la fonction publique, une sous-évaluation d'une partie des charges dues au recrutement, une augmentation notable des cotisations patronales, un dégel du point d'indice, une réévaluation de l'indice minimum en mai et juillet. Donc, le calcul aussi de la GIPA, donc c'est la garantie individuelle du pouvoir d'achat, annoncée au cours de l'été. Ces décisions ne pouvaient pas être anticipées dans le calcul des charges du personnel lors de l'élaboration du budget. Ces décisions gouvernementales s'appliquant dans toutes les fonctions publiques, dont également aux collectivités territoriales, dont bénéficient nos agents communaux. Afin de garantir le mandatement des payes de décembre en début du mois et le paiement des charges patronales, il convient d'augmenter l'enveloppe globale de crédit disponible au sein du chapitre 012, une somme de 17 000 €. Et ensuite, il y a aussi la révision de crédit au sein du chapitre 67, donc c'est l'annulation de titres sur un exercice clos. Donc, c'est le chapitre 67, c'est des charges spécifiques. Et donc, nous avons sur cette ligne budgétaire 5 000 € de crédit. Or, toujours pareil, le service de gestion comptable demande que nous annullions un cumul de titres émis en 2022 pour 9 000 € pour la redevance d'occupation du domaine public pour l'antenne Relais Free, et au motif que le tiers comptable du redevable a changé. De ce fait, il convient d'abonder des crédits disponibles de 5 000 € afin de couvrir d'une part d'annulation du mandat et de passer pour neutraliser le titre en 2022. Et d'autre part, afin d'assurer une marge de sécurité, on a mis 1 000 € supplémentaires en tant que crédit, donc restant disponible sur ce chapitre 67. Donc, si vous en êtes d'accord, donc c'est sur le budget fonctionnement de la commune. Donc, c'est un montant égal entre les dépenses et les recettes, puisqu'il faut équilibrer. Donc, au total, 17 000 plus 5 000, ce sera de 22 000 €. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, c'est peut-être pas très clair, mais j'ai essayé de le présenter. Plus 5 000 ou plus 6 000? Non, c'est 5 000. Parce qu'il y a déjà, on avait déjà prévu une somme de 5 000 sur le compte. Sauf que il faut, c'est 9 000 € qui doivent être, voilà. Et donc du coup, plus 1 000 €, ça fait. Des mesures de réadaptation. Oui. Bon, sur les salaires, c'est bien, ça fait que du pouvoir d'achat supplémentaire pour les agents. Mais comme il est dit, comme il est l'a dit Suzanne, on ne pouvait pas le prévoir. On ne pouvait pas le prévoir, oui. Donc, mais ça le budget ne sera pas... Ça ne changera rien au budget final, hein, au compte final, puisqu'on le prend sur notre compte qui est disponible. Voilà.
où il y a de l'argent disponible. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix qui est pour. Je vous remercie. Le prochain point concerne le portage du label du Pays d'art et d'histoire des Bastides du Rouergue. Jusqu'à présent, le Pays d'art et d'histoire était porté par l'association des Bastides du Rouergue qui regroupe les 6 communes le Bas-Ségala, Repéros, Sauveterre, Villefranche de Rouergue, Villeneuve d'Aveyron et donc Najac. Depuis l'année dernière, il y a des négociations avec la DRAC. La DRAC qui subventionne donc le Pays d'art et d'histoire et qui en clair paye un salaire de l'animateur principal. La DRAC ne souhaite plus que ce soit des associations qui portent les Pays d'art et d'histoire. Il paraît qu'on fait figure rare dans ce domaine et ils souhaitent que ce soit une ou des collectivités. On a beaucoup discuté parce que il faut une certaine taille de collectivité, etc. Et en fait, de pays, on va passer à ville d'art et d'histoire, et qui sera porté par la commune de Villefranche de Rouergue. Pour continuer à le faire vivre, les 6 communes en question qui étions dans l'association avons travailler sur un projet d'entente, puisque nous souhaitons bien continuer à faire vivre en gros le Pays d'art et d'histoire, et donc en faire profiter, si je puis dire, toutes les communes concernées. Nous avons créé une entente et elle vous a été, le projet vous a été envoyé avec l'ordre du jour du Conseil. Il s'agit aujourd'hui de valider en Conseil municipal la création de cette entente. Donc l'entente a pour objet, entre les communes signataires, de concevoir, organiser et animer le programme de préservation et valorisation du patrimoine des Bastides du Rouergue, animer et participer au développement du programme de sauvegarde et de valorisation culturelle, touristique et économique du patrimoine des Bastides, visant notamment à revitaliser et conforter le cadre de vie des habitants de ces Bastides. Ensuite, mettre en œuvre et œuvrer au renouvellement de la convention liée au label Pays d'art et d'histoire, et notamment sur les aspects suivants: connaissance de l'architecture et du patrimoine, sensibilisation des publics à l'architecture et au patrimoine, sensibilisation au cadre de vie et à ses évolutions, et participation à la programmation du SIAP et à d'autres espaces d'interprétation à définir au fil de l'eau, sachant que le SIAP dont on parle, il est à Najac, à la maison du gouverneur. La convention est conclue pour une durée de 10 ans afin de coïncider avec la durée de validité du label Pays d'art et d'histoire des Bastides du Rouergue, et elle prend effet à la date de la signature. Pour la première séance d'installation et à la suite de chaque renouvellement général des conseils municipaux, la conférence est convoquée par le maire de Villefranche de Rouergue qui assure la présidence de l'entente. La conférence se réunit autant que de besoin et au moins une fois par semestre. Elle tient ses séances de manière tournante et idéalement dans les 6 mairies alternativement. C'est ce qui se faisait jusqu'à présent. La conférence ne dispose pas d'un pouvoir décisionnel. Elle est une instance de discussion et de proposition. Elle adopte des propositions qui doivent ultérieurement être ratifiées par chaque conseil municipal. Donc nous aurons à y revenir
régulièrement. Chaque commune signataire s'engage à participer aux dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'entente, engagée valablement, et ce pendant toute la durée d'exécution de la présente convention. Cette participation constitue pour les communes une dépense obligatoire, et la participation de chaque commune à ces dépenses est fixée selon un calcul qui est le suivant: le budget global divisé par le nombre d'habitants de la totalité des 6 communes et multiplié par la population de chaque commune. À titre indicatif, pour l'année 2024, la cotisation s'élèvera à 3,81 € par habitant, ce qui est quasiment équivalent à ce que nous réglons aujourd'hui. Les moyens en personnel seront comme c'était le cas jusqu'à présent, 2 personnes uniquement, un chef de projet filière culturelle représentant un équivalent à temps plein, dont le recrutement est exigé par la DRAC parmi la catégorie A, et c'est cet emploi qui est assuré, dont le financement est assuré par la DRAC, et un assistant de conservation du patrimoine, filière culturelle, représentant un équivalent à temps plein. C'est une dame qui est déjà en poste et qui connaît très bien son travail et qui est très efficace. Donc chaque commune membre de l'entente s'y engage pour une durée minimale de 10 ans. Et si toutefois une commune peut décider de sortir de l'entente dans des conditions suivantes, il faut une délibération de retrait qui doit être notifiée à tous les membres entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année. Et par contre, la commune qui se retire est tenue de verser intégralement sa participation financière annuelle pour l'année en cours. Voilà, donc j'ai tenu à préciser donc le contenu que vous avez reçu, mais on peut discuter sur ces éléments si vous avez des questions spécifiques. Le Pays d'Art et d'Histoire est important pour nous parce qu'il a contribué au financement de la rénovation de la maison du gouverneur. Et c'est important que cette structure elle continue effectivement à vivre et que nous continuions à la porter. Il n'est pas question pour nous de s'en désengager. Voilà, donc il faut adapter en créant cette entente maintenant. Donc s'il n'y a pas de questions, je mets au vote qui est pour. Je vous remercie. Le prochain point concerne le recrutement d'un VTA. Laurence ? Donc VTA, ça veut dire volontaire territorial en administration. Donc c'est un dispositif qui avait été lancé par l'État en 2000. Laurence, tu m'excuses ? C'est pas ça encore ? Là, je suis passé une ligne supplémentaire. Excuse-moi. Non, je voudrais qu'on passe au point qui était le suivant, puisque c'est la suite de ce que je viens de présenter. Il nous faut renouveler les membres délégués de la commune donc pour l'entente, enfin renouveler, ils étaient avant à l'association, et il nous faut voter pour les représentants de la commune à l'entente du Pays d'Art et d'Histoire. Et donc on propose de repartir avec le duo qu'il y avait jusqu'à présent, en titulaire Alain Andrieux, le premier adjoint, qui est excusé ce soir, et en suppléant moi-même. Donc voilà. Si vous n'avez pas de questions, je mets au vote ces propositions. Qui est pour? Je vous remercie. Et Laurence, mille excuses, je te repasse la parole. Je ne te coupe plus. Merci. Donc
Oui, il s'agit d'un contrat de projet en volontariat territorial en administration. Donc c'est un dispositif qui avait été lancé par l'État en 2021 pour permettre aux collectivités d'avoir un coup de pouce financier pour encourager le recrutement de jeunes diplômés jusqu'à l'âge de 30 ans, au moins Bac+2, et donc avec une aide de l'État qui est un forfait de 15 000 €. Et on en avait bénéficié, on avait monté le dossier, et c'est comme ça qu'on avait pu recruter Thibaut en 2021. Ce dispositif aujourd'hui est renouvelé par l'État, enfin il a été courant 2023. Et donc on souhaite de nouveau bénéficier de ce dispositif, étant donné les besoins de la collectivité en termes de personnel, de ressources humaines, étant donné l'ensemble des projets, il est bon d'avoir un soutien au niveau de la commune pour travailler sur tous ces projets. Donc il s'agit de voter pour créer donc un emploi non permanent pour effectuer des missions d'accompagnement à l'ingénierie de projet, notamment justement sur la mise en place du réseau de chaleur dont il était question hier à la réunion, et aussi notamment sur la rénovation énergétique des logements et des bâtiments communaux. C'est un gros travail, parmi d'autres projets. L'emploi, on le prévoit du coup pour une durée de 18 mois, à compter du 1er janvier 2024, donc jusqu'au 30 juin 2025 inclus. L'agent assurera donc des fonctions de chargé de développement territorial à temps complet, donc pour une durée de service de 35 heures. Et l'emploi est classé dans le grade de catégorie B. Voilà. Donc il s'agit d'autoriser le maire à solliciter le dispositif de VTA pour réaliser ces missions d'accompagnement à l'ingénierie de projet. Il s'agit d'autoriser le maire à signer un contrat de projet avec un contractuel pour 18 mois et à inscrire au budget les crédits correspondants. Voilà. Il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets au vote qui est pour. Je vous remercie. Le prochain point concerne le recrutement de 2 agents recenseurs et nomination d'un coordinateur communal. Nous allons effectuer le recensement en ce début d'année-là. Et donc, Thibaut, je te laisse présenter le projet. Donc, comme dit Monsieur le maire, comme vous avez peut-être pu le voir sur le village, on commence à mettre quelques affiches. La campagne de recensement est lancée pour 2024. Elle se déroulera cette année du jeudi 18 janvier au samedi 17 février, donc traditionnellement sur un mois. Pour cela, la commune a besoin de recruter exceptionnellement 2 agents recenseurs. Pourquoi 2? Tout simplement parce que Najac est divisé en 2 districts. Voilà. Donc grosso modo, le district c'est rive gauche et rive droite, avec le village partagé assez équitablement. Voilà. Donc ces districts ont été définis aussi et validés par l'INSEE. Pour ce recrutement des 2 agents recenseurs, la commune a reçu une dotation de l'INSEE, comme toutes les collectivités. La dotation est fixée chaque automne. Il est prévu pour cette campagne de rémunérer les agents à hauteur de 1 500 € chacun, sachant que ce sont quand même des missions vraiment très importantes, à mener avec beaucoup de rigueur et de sérieux, par des gens de préférence qui connaissent quand même assez bien le territoire pour aller vraiment dans chaque maison, chaque ferme. Des gens qui soient chaleureux, courtois, et qui fassent surtout le travail à 100%. Ça, c'est primordial pour la commune, parce que derrière le recensement, il y a un enjeu économique pour Najac. Voilà, avec les dotations.
Sur cette campagne là, on est parti sur 1500 € par agent. Pas de critères particuliers, si ce n'est mener à bien l'enquête, le traitement des questionnaires, les relances auprès de ceux qui n'auraient pas répondu, sachant qu'il y a de plus en plus de personnes qui répondent par Internet, ce qui facilite le travail aussi. Il y aura 2 formations de préparation pour les agents recenseurs, le 8 et le 15 janvier, de demi-journée, pour leur expliquer vraiment leurs tâches. Et du coup, une fin de mission à la fin du recensement, c'est-à-dire au 17 février. Voilà. Pour cela, il convient également de nommer au niveau de la collectivité un coordonnateur communal qui va justement travailler avec les agents recenseurs, parce qu'ils ne travaillent pas seuls, sur planifier leur tournée, veiller à n'oublier aucune maison, résidence principale, résidence secondaire. Du coup, faire vraiment un travail le plus propre possible. Ce coordonnateur communal, il a été décidé que ce soit un agent communal de la mairie. Il aura donc, par conséquent, vu que c'est un travail conséquent, droit à des compensations, c'est-à-dire, il a été décidé là des compensations, un allègement de certaines tâches qu'il fait habituellement. Voilà, pour mener à bien ses missions et être en coordination parfaite avec les agents recenseurs. Donc, je vous demande de délibérer sur ce recrutement. Voilà. Et oui, petite précision, ce sera des recrutements en vacataire. Voilà. Voilà. Merci pour cet exposé qui est bien clair. Il n'y a pas d'autres questions, donc je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne le financement du projet de réhabilitation 1 rue du Bourguet. Donc, on a coutume de dire maintenant là où est installé le chocolatier. Nous avons, on en a discuté plusieurs fois, notamment ici en conseil municipal. Nous avons un projet de réhabilitation donc de cet immeuble-là. Alors où on en est aujourd'hui, vous savez que nous avions fait acheter l'immeuble par l'EPF, l'établissement public foncier. Nous avons passé, je ne sais pas si c'est le dernier ou celui d'avant, en conseil municipal, le rachat. Donc la commune a racheté à l'EPF avec une décote intéressante de 20 000 €. Et aujourd'hui, il faut passer à l'étape de réhabilitation, donc de rénovation, pardon. Donc la rénovation, on a travaillé avec l'association qui s'appelle Solia, Solidaire pour l'habitat. C'est une association nationale qui fait partie de l'économie sociale et solidaire et qui travaille sur l'ingénierie de projet, la réhabilitation de logements et effectivement la location de logements aussi. Ils ont un parc locatif important et nous avions élaboré plusieurs scénarios puisque il y a la boutique en rez-de-chaussée et un appartement sur les étages supérieurs. Nous voulions au début faire porter, que la commune porte l'aménagement du commerce et faire porter l'aménagement de l'appartement par Solia. Et en fait, il se trouve que pour des raisons économiques et notamment des raisons d'un meilleur financement que pourrait obtenir Solia, nous avons convenu que Solia porterait l'ensemble de la rénovation qui se monte à 324 000 €. Et
sur lequel, malgré des subventions de l'ANA, des subventions de la formation Abbé Pierre, et malgré 2 emprunts, il restera 65 000 euros à avancer pour trouver l'équilibre. Bon, ce que nous proposons, c'est que la commune s'engage sur cette somme de 65 000 euros, c'est ce qu'il faut décider aujourd'hui. Et sachant que nous allons passer avec Solia un bail à réhabilitation, alors qui portera sur en fait une quarantaine d'années, qui leur permettra donc de rembourser les emprunts qu'ils ont faits sur cette opération. Alors un bail à réhabilitation qui portera sur le logement, et par contre, puisqu'on ne peut pas faire de bail à réhabilitation sur un commerce, on va faire un second bail qui sera un bail emphytéotique administratif. On a l'habitude maintenant, c'est le même type que ce que nous avons fait, enfin sur le plan juridique, hein, c'est tout, que ce que nous avons fait avec l'AGAG sur la base de loisirs. Donc un bail emphytéotique administratif de la même durée donc sur la partie commerce. Voilà, donc moi je demande l'autorisation au Conseil aujourd'hui d'engager les 65 000 euros auprès de la commune, de la part de la commune auprès de Solia, et de me permettre de signer par la suite les 2 baux, le bail à réhabilitation et le bail emphytéotique administratif, qui devront suivre pour mener à bien l'opération. Voilà. Je vais dire un gros dossier. On en a de plus gros dans la commune, mais c'est quand même quelque chose d'important et sur lequel il me semble intéressant de travailler pour, comme on l'a dit dès le début, notre volonté de fixer un commerce sur la commune. Oui. Pourquoi la commune a besoin de Solia pour financer ses travaux? Mais on pourrait tout faire, on pourrait tout porter, on pourrait le faire nous-mêmes, mais bon, comme tu le sais, on est engagé dans d'autres opérations, on a d'autres opérations en cours, la rénovation des logements, on va revenir sur le dossier, un peu plus tard, sur le dossier de la piscine municipale qui nous engage sur un montant bien plus élevé que ce que nous avions décidé. Donc, en clair, de leur faire porter l'opération permet de libérer la commune à la fois sur le plan financier et à la fois sur le plan technique aussi, puisqu'on leur donne la responsabilité du chantier, du suivi du chantier, ceux qui assurent tout et qui ont plus les outils aussi pour faire ça que la commune. Tout en gardant la garantie que ce soit bien un commerce. C'était ce qu'on voulait aussi en acquérant ce bien, quoi. C'était faire en sorte que ça parte pas et voilà, que ça reste un commerce. Et du coup, avec ce montage, ça le permet, quoi. Et bien entendu, au terme à la conclusion des baux, la commune récupère le bâtiment. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition aux voix. Qui est pour? Je vous remercie. On va parler maintenant des programmes de coupe au niveau de notre forêt pour l'année 2024. Pierre-Jean, tu nous le présentes? Oui, en fait, nous avons reçu un courrier de l'ONF nous demandant de valider des modifications, puisque vous savez, on a un programme jusque dans les années 2034 ou 2035 avec l'ONF sur la gestion de notre forêt qui relève du régime forestier. En fait, c'est des choses qui ont déjà été décidées, qu'on a déjà validées précédemment en conseil. C'était d'une part des coupes sanitaires, donc ça, ce n'était pas prévu dans ce programme, donc il faut qu'on les valide aujourd'hui par cette délibération.
Il y a la suite des affouages, donc comme ce n'était pas prévu non plus dans ce programme quand il a été établi, il faut valider cette continuité. Et il y a une parcelle qui aurait dû être améliorée. Ça veut dire améliorée pour l'ONF, c'est supprimer un certain nombre d'arbres pour que les autres se développent. Et ils ont jugé que ce n'était pas opportun de le faire maintenant. Donc voilà, la demande, c'est juste de valider cette modification et de donner pouvoir au maire s'il y a des démarches à faire, mais je pense qu'elles sont déjà faites. Donc il y a ça. Et alors lié aux affouages, il faut aussi que nous votions les garants pour l'année à venir. Donc je vous propose 3 noms. Sylvain Marillo, Valentin Romien et moi-même. Bon, ils sont tous d'accord. Hein. Voilà. J'ai leur accord, donc voilà. J'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est à répondre à des questions. Comment ça se passe quand il y a des coupes, ce sont des coupes à blanc ou bien ils éclaircissent? Les coupes sanitaires, ils vont essayer de préserver ce qui peut l'être. Il y a des endroits où il ne restera pas grand-chose, ça c'est clair. Voilà. Donc après, notre travail, ça va être de réfléchir à ce qu'on fait pour ces parcelles. Parce que là, on a 7 ou 8 hectares, je crois, sur lesquels on avait voté. Il faut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres dans les années à venir, vu le changement climatique. Donc il y en a aussi une grosse réflexion à mener sur la forêt de Mergeux, entre autres, mais pas que. On sait que toute la forêt souffre aujourd'hui. Parce qu'on voit que quand on coupe des sapins, même si c'est juste le fait d'éclaircir, la végétation repart. Et si demain on veut planter, si c'est un fourré, ça va être compliqué. Oui. Il faut peut-être anticiper de planter, même voir de planter au fur et à mesure. Aujourd'hui, justement, l'ONF réfléchit aussi, parce qu'avant on plantait systématiquement, on mettait des plants. Les techniques évoluent justement en raison du changement et il se peut que ça soit par semis. Donc la technique est différente. On ne demande pas les mêmes... Par semis, c'est une végétation qui est dessus, ton semis... Mais les jeunes arbres ont besoin de végétation pour pousser. Sinon ils peuvent être attaqués par les prédateurs. C'est qu'ici on a pas mal de chevreuils, ils aiment bien les jeunes pousses. Donc s'il y a des ronces, ils peuvent se pousser... Je ne te dis pas que c'est ce qu'on va faire, hein. Mais en tout cas, on est sur des incertitudes et l'ONF n'est pas forcément très sûr des techniques à mettre en œuvre aujourd'hui. Après, je comprends que ce ne sera pas facile, il faudra trouver les bonnes variétés. Des essences, déjà. Voilà, des essences, voir lesquelles, parce que je vois que là-bas, c'est un espace qui est assez rocailleux, quoi. Il n'y a pas beaucoup de terre, les sapins ont bien pris, mais les zones où il y a encore des arbres, des chênes, ce pas des gros chênes, ce sont des petits chênes de course un peu. C'est pas évident, et puis je m'aperçois pour y être passé il n'y a pas longtemps, là où ce qu'on a éclairci les sapins, tu as des ronces qui poussent, ronces ou bien végétation. Et si on n'intervient pas rapidement pour faire des pousses, ça va devenir compliqué après, je pense. J'entends, hein, j'ai pas de réponse. Après, bon, j'ai pas de solution, j'ai pas dit. S'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition aux voix. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne l'acquisition de parcelles à proximité du château. Il y a, comme vous pouvez voir sur le document qu'on vous a donné, et je pense qu'il est affiché à l'écran, il y a 8 parcelles qui sont à proximité de la forteresse sur lesquelles nous avions été, il y a 1 an ou 1 an et demi, sollicités par le mandataire de la propriétaire, qui est une dame très âgée, qui habite très loin, je ne sais plus où. Et nous avions été sollicités donc pour acquérir ces parcelles. Nous avons refusé dans un premier temps, car le long de la parcelle, juste après la porte de la Pique, sur la rue qui monte à gauche vers la forteresse, il y avait un mur qui était dangereux, qui était en train de s'écrouler, et il n'était pas question
qu'on achète ce genre de choses et on a demandé à ceux qui fassent les réparations et puis on discutera après. C'est ce qui a été fait, il y a une belle rénovation qui a été faite. Cette rénovation d'ailleurs de ce mur nous avait été demandée et signalée par l'architecte des bâtiments de France, donc c'était absolument nécessaire, déjà pour des raisons de sécurité, nous voulions le faire et ça a été fait. Donc à partir de là, on a pu discuter. Alors, pourquoi acheter un terrain j'anticipe vos questions là. Pourquoi acheter un terrain ainsi placé, pentu, rocailleux, inaccessible tout simplement parce que la propriétaire est très âgée, les héritiers ne sont pas intéressés et on ne voudrait pas voir cette surface-là. Il y a les 8 terrains, ça correspond à 3178 mètres carrés. On ne voudrait pas voir cette surface devenir une friche totale sans que l'on puisse intervenir. C'est vraiment compliqué quand on ne trouve pas les propriétaires pour intervenir, nous, en tant que commune. On peut le faire à leur place dans certaines conditions, mais c'est vraiment compliqué. Donc, pour ces raisons d'entretien, je dirais, et de sécurité, nous pensons qu'il est nécessaire d'en avoir la maîtrise. Comme je le disais, on a trop de parcelles 100 mètres ici et là sur lesquelles on a beaucoup de problèmes. Donc ces 8 parcelles font une superficie de 3178 mètres carrés. On a négocié un prix d'achat à 2000 €. C'est très largement inférieur à ce qu'a coûté la rénovation du mur en pierre, c'est clair. Donc voilà, je vous propose donc que la commune vienne propriétaire de ces parcelles. S'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Pardon, tu avais une question? Non? Qui est pour donc? Il y a tout le monde qui a des questions. Je vous remercie. Et on passe au dernier point, les déclarations d'intention d'aliéner. Il y en a 3. Thibaut, tu nous les présentes? Moi? Ah oui, non, mais je crois que c'est toi. Je n'ai pas les éléments sous la main. Si quelqu'un les a, Je vais laisser. Ah non, je sais pas. Désolé. Est-ce que je vous avais donné? Non, c'est pas grave. Oui, non, mais j'ai le détail, mais je n'ai pas les propriétaires, les montants, j'ai rien. J'ai rien. Si, je l'ai envoyé. Oui, bon. Tu nous l'as envoyé, mais je ne l'ai pas là. Bon, je vais faire de mémoire. Donc, effectivement, il y a 3 biens soumis à DIA, voilà. Donc, le premier est situé à Mazerolles. Donc, c'est la parcelle section W403, que vous devez voir sur les documents. C'est une vente de mémoire mesdames Mérien qui vendent à un jeune couple dont le monsieur s'appelle monsieur. Ah voilà, merci beaucoup. Voilà. Voilà. Là c'est mieux. Donc vente de mesdames Mérien à monsieur Descamps et madame Bernoux pour une surface donc de 430 mètres carrés. Donc comme je vous disais, adresse du bien Mazerolles, Maître Gagnebé. Le montant, je suis désolé, je ne pourrais vous le dire. De mémoire, je ne sais plus. Le second bien concerne donc 2 parcelles que vous voyez 671 et 670 rue Basse des Comtes de Toulouse. C'est quasiment en face de l'école. Vendu entre M. Truyat Montserrat à M. Bateau
Alors, c'est 2 parcelles qui sont pas très grandes, hein, 71 mètres carrés. Là aussi menées par Maître Gagnebé. Pour un montant, là de mémoire, il me semble que c'était... ouais, 15 ou 20 000 euros. Voilà. Je pense que c'était 15. Oui, voilà, 15 000 euros, c'est ça. Voilà. Désolé. Et donc, déjà, je vous propose, si vous n'avez pas de questions, de soumettre au vote ces 2 premiers biens. Qui est pour je précise, pour ne pas préempter. Oui, voilà, pour ne pas préempter. Voilà, c'est ça. Ne pas préempter. Voilà, excusez-moi. On a découpé le 3e parce qu'il s'agit d'un... l'acheteur est un membre de l'assistance qui ne va pas participer au vote. Donc, voilà. Je te laisse présenter. Ok, donc la 3e parcelle, donc vente, effectivement, c'est des biens au 1 et 3 rue de la Pérade, autour du restaurant, bar-restaurant du Faubourg. C'est pas grave. Du coup, alors la surface, je me souviens. Alors c'est une parcelle et une partie d'une autre. A66 et A66. Voilà, c'est ça. Tu te souviens de la surface ou non? Bon. Voilà. Donc bon, c'est pas une grosse surface. Voilà, en gros c'est le tour de voilà. Voilà, donc c'est entre Monsieur Gauchy et la SCI Mazenco. Que dire de plus? Le montant, je suis désolé, j'ai pas les éléments non plus sous les yeux, je ne me souviens plus. Bon, ce sera dans la délibération, bien entendu, hein, mais donc pour les conseillers qui sont en capacité de voter, si vous n'avez pas de questions, je vous demande de ne pas soumettre ce bien, de ne pas préempter, quoi. Voilà, donc on vous propose effectivement que cette vente puisse se faire et qu'on ne préempte pas. Donc, qui est pour ne pas préempter? Je vous remercie. Voilà, donc nous avons terminé cette séance du conseil municipal. Est-ce que dans l'assistance, il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas. Si je vois une main qui se lève. J'ai remarqué cette année que les tombes dans le cimetière étaient bien fleuries. Et je me pose la question, une fois que les fleurs sont fanées, où on va pouvoir les stocker parce qu'il y a plus de conteneurs en dehors du cimetière. Et je ne sais pas que ça va se faire. Par rapport au changement de composteur, c'est ça? De conteneurs. Alors, il y a une communication qui est en cours au niveau de la communauté de communes concernant justement le tri au cimetière. Et en fait, le tri au cimetière, il doit s'effectuer comme il se fait ailleurs. Les gens, alors on mettra un récipient pour récupérer tout ce qui est terre et tout ce qui est terre et gravier, mais après les gens devront récupérer tout ce qui est plastique et déchets et pots et les amener à la déchetterie. Le cimetière n'est pas différent. Alors ce sera moins commode, je le reconnais, mais nous n'avons pas de bac spécifique général pour le cimetière et nous ne voulons pas mettre parce que sinon ils pourraient recevoir tous les détritus que certaines personnes indélicates pourraient y jeter à l'intérieur. Donc
le cimetière n'a pas de traitement spécifique, mais il va y avoir une communication importante là-dessus. Voilà. Et merci de cette question. Voilà, donc j'ai oublié, est-ce que dans les informations diverses, il y a des informations nouvelles à amener? On avait parlé la dernière fois du marché de Noël, donc on n'y revient pas. Du coup, lors du marché de Noël, lors du marché de Noël, il y aura un pot pour l'inauguration des Jeux. Quel jour déjà? Le jour du marché de Noël, le 16. Le 16 décembre. Le 16 décembre à 11h30. D'accord. On communiquera là-dessus. D'accord. Très bien. Moi, j'ai deux petites questions. J'aurais une nouvelle. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être aménagé aussi pour les professionnels? Oui, c'est en cours au niveau de la communauté de communes. Là, je n'ai pas d'informations et je ne peux pas... Et deuxième question, je reviens sur la coupe de bois. Du coup, est-ce que, vu hier à la réunion avec Enercoa et monsieur est-ce que ces gens-là vont participer à ça en 2024 sur les coupes de Chez nous, je pense pas du tout, parce que les coupes sanitaires sont déjà passées en application. Et de toute façon, on ne va pas commencer, nous, à faire des coupes. Mais à terme, c'est tout l'intérêt de ce projet, c'est de valoriser notre forêt. Ça peut être des revenus supplémentaires pour les habitants. Pour la commune, mais aussi pour les particuliers. Voilà, très bien. Mais je vous remercie. Je remercie surtout encore une fois ceux qui prennent sur leur temps personnel pour venir filmer nos séances de conseil municipal. Et je vous dis, au mois prochain, nous ferons le dernier conseil de l'année, quelques jours avant Noël. Merci à tous.